Épouse, peut-être que je trouverai 2 hommes de la moitié de ton âge ce soir. Mais elle s'est figée en voyant ma surprise. Je suis arrivé dans l'allée à 23h15 après une double journée de travail au centre de distribution. J'avais mal au dos, mal aux pieds, et tout ce que je voulais, c'était une douche chaude et mon lit. Mais quand j'ai franchi la porte d'entrée de notre maison en location, j'ai su que cette nuit ne serait pas synonyme de repos. Ma femme se tenait devant le miroir du couloir, ajustant une robe rouge moulante que je n'avais jamais vue auparavant. Maquillage complet, coiffure impeccable, des talons qui l'agrandissaient de 7 ou 8 cm. À 23h15 un mercredi soir. Tu sors quelque part, ai-je demandé en posant mes clés sur le comptoir de la cuisine. Elle ne s'est même pas retournée. Dehors. Dehors où? Il est presque minuit. C'est à ce moment-là qu'elle a pivoté sur ses talons et m'a regardé comme si je venais de poser la question la plus stupide de l'histoire. Maintenant tu veux parler. Maintenant, tout à coup, ça t'intéresse de savoir où je vais. Je suis resté calme. Des années à gérer ces sautes d'humeur m'avaient appris au moins ça. Je pose une question simple. Où vas-tu si tard? Je ne te dois aucune explication. Elle a attrapé son sac à main sur le canapé. Peut-être que si tu me prêtais attention pendant la journée, je n'aurais pas besoin de sortir la nuit. Ce n'est pas une réponse. Elle s'est dirigée vers la porte, puis s'est arrêtée et s'est retournée avec une expression sur le visage. Mi-colère, mi-autre chose. Quelque chose de méchant. Tu veux la vérité? Très bien. Peut-être que ce soir, je trouverai 2 jeunes types de la moitié de ton âge pour me sentir à nouveau femme. Parce que de toute évidence, tu as oublié comment faire. La pièce est devenue silencieuse. Pas le silence confortable d'un foyer. Le silence avant la tempête. Je suis resté là, les mains dans les poches, et j'ai parlé avec la voix la plus calme que je pouvais trouver. Enlève cette robe maintenant, ou je le ferai pour toi. Ses yeux se sont écarquillés. Pardon? Tu m'as entendu. Enlève la robe, mets des vêtements normaux, et assieds-toi. Nous allons avoir une conversation que tu évites depuis des semaines. Elle a ri. Littéralement ri. Ou quoi? Tu vas m'arrêter? Tu vas lever la main sur moi? Vas-y. J'appellerai les flics si vite que ta tête va tourner. J'ai sorti mon téléphone et je l'ai brandi. Vas-y, appelle-les. J'adorerais leur expliquer pourquoi tu es habillé comme ça à minuit un mercredi. J'adorerais leur montrer ce que je regarde depuis 3 semaines. La confiance a disparu de son visage. De quoi tu parles? Assieds-toi. Non, je pars. Elle a tendu la main vers la poignée de la porte. Je n'ai pas bougé pour l'arrêter. J'ai juste dit, franchis cette porte et tu le regretteras pour le reste de ta vie. C'est une menace. C'est une promesse. Parce que je sais exactement où tu vas. Je sais qui tu vas rencontrer. Je sais ce que tu fais tous les mardis et jeudis depuis 1 mois, et j'ai des preuves. Sa main s'est figée sur la poignée. Elle s'est retournée lentement. Tu bluffes. J'ai ouvert l'application de suivi sur mon téléphone. Celle que j'avais installée sur son appareil il y a 3 semaines quand j'avais trouvé des messages sur notre facture de téléphone vers des numéros que je ne reconnaissais pas. Celle qui montrait l'historique de sa localisation. Chaque bar, chaque parking, chaque arrêt nocturne au complexe d'appartements de Riverside. Vraiment? Elle a fixé l'écran et j'ai vu son visage passer du rouge au blanc en environ 5 secondes. Depuis combien de temps tu sais? Sa voix n'était plus qu'un murmure. Assez longtemps pour parler à un avocat. Assez longtemps pour tout documenter. Assez longtemps pour faire des copies de chaque texto, chaque photo, chaque reçu de carte de crédit. Tu as dépensé 185 € dans une boutique la semaine dernière pour cette robe que tu portes, avec notre carte de crédit commune. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, puis l'a rouverte. Je peux expliquer. Je ne veux pas d'explication. Je veux que tu comprennes que ce mariage est terminé. Tu n'as plus le droit de m'insulter, de me menacer et de sortir pour me tromper. Plus maintenant. Tu ne peux pas simplement décider ça. Je suis passé devant elle et j'ai ouvert la porte moi-même. En fait, si. Mais ce soir, tu ne vas nulle part, sauf dans la chambre d'amis. Demain matin, nous discuterons de la manière dont ce divorce va se dérouler. Et si tu essaies de quitter cette maison avant qu'on ait parlé, je déposerai une plainte pour vol de biens matrimoniaux.
Ces boucles d'oreilles que tu portes? Celles de ma grand-mère. Ce sac à main? Cadeau de mariage de mes parents. Tu veux me tester? Pour la première fois depuis des années, ma femme n'avait rien à dire. Elle a enlevé ses talons et s'est dirigée vers l'arrière de la maison sans un mot de plus. J'ai fermé la porte, les verrouillé et mis la chaîne. La conversation ne faisait que commencer. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, non pas parce que j'étais contrarié. J'avais fait tout mon deuil il y a 3 semaines, quand j'avais découvert la vérité. Ce soir, c'était juste le début de la fin. Laissez-moi revenir en arrière. Il y a 3 semaines, je suis rentré plus tôt du travail. Mon superviseur m'a renvoyé chez moi après que j'ai fini de décharger un camion en avance. Je suis entré vers 14 heures, m'attendant à trouver ma femme dans sa routine habituelle, peut-être en train de regarder la télé, peut-être sur son téléphone. Au lieu de cela, j'ai trouvé son ordinateur portable ouvert sur la table de la cuisine. Elle était sous la douche, et là, sur l'écran, il y avait une discussion de groupe intitulée « Soirée entre filles ». J'aurais dû m'éloigner, mais quelque chose dans le nom me semblait suspect. Nous étions mariés depuis 8 ans et elle n'avait jamais mentionné ce groupe auparavant. Il était apparu il y a 2 mois, à peu près au moment où elle a commencé à devenir distante. J'ai regardé l'écran. Les messages étaient pires que ceux que j'imaginais. Elle ne planifiait pas des soirées entre filles. Elle planifiait des coups d'un soir. 5 femmes, toutes mariées, coordonnant des sorties dans des bars de la ville voisine, partageant des photos de mecs qu'elles avaient rencontrés, se vantant de l'attention d'hommes dans la vingtaine. Les messages de ma femme étaient là, au milieu de tout ça, disant à quel point son mari était ennuyeux, qu'elle méritait mieux, qu'elle voulait se sentir à nouveau vivante. J'ai pris des photos de tout avec mon téléphone, chaque message, chaque plan, chaque détail dégoûtant. Quand elle est sortie de la douche, j'ai agi comme si de rien n'était. J'ai fait la conversation. Je lui ai demandé comment s'était passée sa journée. Elle m'a menti en plein visage. A dit qu'elle était restée à la maison tout l'après-midi à faire la lessive. C'est là que j'ai su que je ne pouvais pas la confronter tout de suite. Elle nierait tout, me manipulerait, me ferait passer pour un fou. Je l'avais déjà vu faire pour des choses moins importantes. Alors, je suis devenu malin. J'ai appelé mon ami qui travaille dans l'informatique. Il m'a aidé à installer un logiciel de surveillance sur son téléphone un soir où elle l'avait laissé en charge. Rien d'illégal, juste un suivi de localisation et une sauvegarde de ses messages sur le cloud. Le genre de choses que les parents utilisent sur les téléphones de leurs adolescents. Pendant 2 semaines, j'ai observé. Les mardis soirs, elle disait qu'elle allait à son club de lecture. Le GPS la montrait dans un bar sportif à 30 minutes de là. Les jeudis soirs, elle prétendait que sa mère avait besoin d'aide. Le GPS montrait le même bar, parfois un autre. J'ai tout documenté. Capture d'écran, horodatage, relevé de cartes de crédit montrant des dépenses dans ces endroits. Notre compte joint payait pour qu'elle me trompe. Ensuite, j'ai fait quelque chose qu'elle n'attendrait jamais de moi, le mari ennuyeux. J'ai pris un jour de congé et je suis allé voir un avocat spécialisé en divorce. Pas un grand avocat du centre-ville, juste un homme nommé Monsieur Brennan qui avait de bonnes critiques et des tarifs raisonnables. Il a examiné tout ce que j'avais apporté, a hoché la tête, puis m'a dit la vérité. Dans cet état, l'adultère n'affecte pas beaucoup le partage des biens, mais ça aide pour le récit. Ça montre un schéma de comportement. Et comme vous êtes en location, pas de crédit immobilier, la séparation est plus propre. Le bail est à mon seul nom. Oui, je l'ai signé avant qu'on se marie. Elle a juste emménagé. Bien. C'est très bien pour vous. Et ces dépenses par carte de crédit, ce sont des preuves documentées de détournement des biens matrimoniaux. Ça aide aussi. Il a rédigé les papiers sur le champ. Ne les a pas encore déposés. A dit que je devais attendre le bon moment. Quand elle ne pourrait rien nier, quand je l'aurais coincé. Il vous faut un catalyseur, a-t-il dit. Quelque chose qui force la confrontation selon vos termes. Je savais exactement quel serait ce catalyseur. Je suis rentré chez moi et j'ai attendu. Je l'ai regardé se préparer pour ses courses du jeudi soir. Je l'ai regardé se mirer dans le miroir. Je l'ai regardé envoyer un texto à son petit groupe de discussion pour dire qu'elle arrivait bientôt. Et je l'ai laissé partir. J'avais besoin d'une semaine de documentation supplémentaire, d'un schéma de plus établi. Je devais être absolument certain avant de faire tomber le couperet.
Jeudi dernier, je l'ai suivi, restant à 3 voitures derrière, je l'ai regardé entrer dans ce bar avec son jean moulant et son haut décolleté, je l'ai regardé rejoindre ses amis, je les ai regardés entourer une table pleine de mecs qui ne devaient pas avoir plus de 25 ans. Je ne suis pas entré. J'ai juste pris des photos depuis le parking. Horodaté, géolocalisé. Puis je suis rentré chez moi et j'ai déposé les papiers du divorce. Ce soir devait être juste un autre jeudi. Un autre mensonge, une autre trahison. Mais j'ai décidé que j'en avais assez d'observer, de documenter, d'être ennuyeux. Quand elle est sortie dans cette robe rouge à 23 heures, essayant de se faufiler pour ce qu'elle pensait que je ne remarquerais jamais, j'ai su que c'était le moment. Elle pensait avoir le contrôle. Pensait qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Mais j'avais 3 longueurs d'avance sur elle depuis des semaines. Et maintenant, elle était sur le point d'apprendre ce qui arrive quand on sous-estime quelqu'un. Le lendemain matin, je me suis réveillé à 6 heures comme toujours, je me suis douché, j'ai fait du café, je me suis préparé pour le travail. Ma femme est restée enfermée dans la chambre d'amis. Je pouvais l'entendre au téléphone, probablement en train d'appeler une de ses amies de ce groupe de discussion. J'ai appelé le travail pour me déclarer malade. Première fois en 2 ans. Mon superviseur n'a pas posé de questions. À 8 heures, j'ai frappé à la porte de la chambre d'amis. Salon. Maintenant. Nous avons cette conversation. Elle est sortie 20 minutes plus tard. Pas de maquillage, les cheveux en désordre, les yeux rouges. Elle avait l'air d'avoir pleuré toute la nuit. Bien. Elle s'est assise au bout du canapé, les bras croisés. Je ne sais pas ce que tu crois savoir, mais... Tais-toi. J'ai levé la main. Puis j'ai pris la télécommande et allumé la télévision. Je vais te montrer quelque chose et ensuite, tu vas écouter. J'avais passé 1 heure la veille au soir à préparer ça, j'avais connecté mon ordinateur portable à la télé, tout organisé dans un dossier. Capture d'écran, photos, relevé bancaire, données de localisation, tout. La première image est apparue à l'écran. Sa discussion de groupe. Le message où elle me traitait d'ennuyeux. Son visage est devenu blême. J'ai cliqué sur la suivante. Son historique de localisation, tous les mardis et jeudis du mois dernier. La montrant dans des bars au lieu de là où elle prétendait être. Attends. Clic relevé de carte de crédit. Dépenses surlignées. 140 € dans un magasin de vêtements. 80 € dans un bar. 185 € dans une autre boutique. Tout ça au cours des 3 dernières semaines. Je peux expliquer ça. Clique des photos d'elle au bar. Horodaté. Daté. Clair comme le jour. Elle s'est levée. Tu m'as suivi. Tu es fou. Assieds-toi. Non. C'est de la folie. Tu me harcèles. J'ai cliqué sur l'image suivante. Les papiers du divorce. Déjà déposés. Déjà traités. Déjà officiel. Elle s'est figée. A fixé l'écran. Tu ne peux pas être sérieux. Tu as 48 heures pour déménager. Le bail est à mon nom. Tu n'as légalement pas le droit de rester ici. J'ai déjà consulté Monsieur Brennan. Il dit que je peux changer les serrures après ce délai si tu refuses de partir volontairement. C'est aussi ma maison. Non, ça ne l'est pas, vérifie le bail. Tu ne l'as jamais signé. Tu as juste emménagé. Légalement, tu es une invitée et je te demande de partir. Elle a commencé à pleurer. De vraies larmes cette fois, pas de la manipulation. S'il te plaît, on peut arranger ça. J'ai fait une erreur. Je n'ai jamais rien fait physiquement avec qui que ce soit. C'était juste du flirt, juste de l'attention. Je me sentais invisible. Tu as dit à tes amis que tu voulais coucher avec des hommes de la moitié de mon âge. Tu as dépensé des centaines de nos euros pour essayer de les impressionner. Tu m'as menti pendant des mois. Et hier soir, tu sortais par cette porte pour faire exactement ce que tu avais prévu. Mais je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait physiquement. J'ai affiché une autre capture d'écran. Un mémo vocal de son téléphone, automatiquement sauvegardé sur le cloud. Sa voix, claire comme de l'eau de roche, racontant à son ami un type nommé Tyler avec qui elle textait. Des détails graphiques sur ce qu'elle voulait faire avec lui. La couleur a complètement quitté son visage. Ça. C'est privé.
C'était sur un compte cloud partagé, celui pour lequel nous payons tous les deux. Rien de privé là-dedans. Elle s'est effondrée sur le canapé. Qu'est-ce que tu veux de moi? Rien. Je veux que tu partes. Je veux que ce soit fini. Et je veux que tu comprennes que tu n'as pas le droit de réécrire cette histoire. Tu n'as pas le droit de jouer la victime. Ma famille est déjà au courant. J'ai appelé ta mère hier, je lui ai envoyé quelques captures d'écran. Elle est déçue. Ton père veut te parler. Sa tête s'est redressée brusquement. Tu as fait quoi? J'ai aussi prévenu mes parents, mon frère, ma sœur. Ils savent tous pourquoi ce mariage se termine. Donc, tu ne peux pas déformer la situation. Tu ne peux pas me faire passer pour le méchant. Elle s'est mise à trembler. Tu détruis ma vie. Non, c'est toi qui l'as fait. Je m'assure juste que tout le monde connaisse la vérité. Elle a tenté une autre approche. Une voix plus douce. Et si je me faisais aider? Une thérapie? Et si je te prouve que je peux changer? Ça m'est égal. C'est fini. Tu as eu 8 ans pour être honnête avec moi. 8 ans pour communiquer. Au lieu de ça, tu as agi dans mon dos et tu m'as fait passer pour un idiot. Je n'ai jamais voulu. Mais tu l'as fait. Et maintenant, tu assumes les conséquences. Elle est restée assise en silence pendant une longue minute. Puis son visage a changé. La tristesse a disparu, remplacée par la colère. Très bien. Très bien. Tu veux un divorce? Tu l'auras. Mais je prends la moitié de tout. Les meubles, les économies, tout. J'ai souri. J'ai vraiment souri. Nous n'avons pas d'économie. Tu as tout dépensé dans tes petites aventures. Et les meubles, la plupart étaient à moi avant qu'on se marie. Vérifie les factures. Tu es un salaud. Peut-être, mais je suis un salaud sur le point d'être célibataire et libre. Toi, tu es sur le point d'être célibataire. Et d'expliquer à tout le monde pourquoi ton mariage s'est effondré. Elle a attrapé son téléphone et est retournée en trombe dans la chambre d'amis. J'ai éteint la télé et j'ai fini mon café. J'avais hâte que ces 48 heures passent. Samedi après-midi, j'ai reçu un appel de la mère de ma femme. Sa voix était tendue, contrôlée. Nous devons parler, nous tous. Aujourd'hui à 15 heures, chez nous. Je savais ce que c'était. L'intervention familiale, le moment où il serre les rangs pour essayer de me convaincre que je surréagissais. J'y serai, ai-je dit. Quand je suis arrivé devant leur maison dans mon camion vieux de 10 ans, il y avait 4 voitures dans l'allée. Les parents de ma femme, son frère aîné, sa sœur cadette. Ça allait être toute une mise en scène. Je suis entré, un dossier à la main. Personne ne m'a accueilli chaleureusement. Ma femme était assise sur le canapé entre sa mère et sa sœur, les yeux gonflés, jouant parfaitement la victime. Son père se tenait près de la cheminée, les bras croisés. Alors, tu veux nous expliquer pourquoi tu jettes 8 ans de mariage par la fenêtre pour quelques textos? Je suis resté debout près de la porte. Je ne suis pas ici pour me faire sermonner. Je suis venu parce que votre femme me l'a demandé. Mais soyons clairs sur une chose. Il ne s'agit pas de textos. Alors de quoi s'agit-il? Son frère s'est penché en avant. Parce que d'après ce qu'on entend, tu es assez dur pour ce qui ressemble à un malentendu. J'ai ouvert le dossier, j'ai sorti des copies imprimées des relevés de cartes de crédit, je les ai posés sur la table basse. Ça fait 3700 € en 3 mois. Bar, restaurant, magasin de vêtements, hôtel. Sa mère a pris une des pages, plissant les yeux. Des hôtels? Des tarifs à la journée. Elle et ses amis louaient des chambres pour se changer avant de sortir, pour que leur mari ne voie pas ce qu'elle portait. La pièce est devenue silencieuse. J'ai sorti d'autres papiers. Voici les historiques de la discussion de groupe. 5 femmes mariées qui coordonnent des rencontres avec des hommes plus jeunes. Voici les données de localisation montrant exactement où elle était les soirs où elle prétendait vous aider. J'ai regardé directement sa mère. Vous n'étiez pas malade en octobre. Elle ne s'occupait pas de vous. Le visage de sa mère s'est durci. Elle s'est tournée vers ma femme. C'est vrai? Maman, ce n'est pas ce que tu crois. C'est vrai? La voix de son père a tranché l'air comme une lame. Ma femme s'est remise à pleurer. Je n'étais pas heureuse.
Je me sentais piégé. Je voulais juste me sentir à nouveau désirable. Sa sœur lui a posé une main sur l'épaule. On se sent toutes comme ça parfois, mais on ne. Elle s'est arrêtée, a regardé les papiers. 3700 €? Sur notre compte joint, ai-je dit. De l'argent que j'ai gagné en faisant des doubles journées au centre de distribution pendant qu'elle sortait pour essayer d'impressionner des jeunes de 25 ans qui n'en avaient rien à faire d'elle. Son frère s'est levé. Ok, ça suffit. Tu as fait valoir ton point. Je n'ai pas fini. J'ai sorti une autre feuille. Une des femmes de ce groupe, Vanessa quelque chose, mariée à un certain Whitfield. L'expression de son père a changé. Whitfield? C'est la femme de ton cousin. J'ai hoché la tête. Était. Je l'ai appelé jeudi soir. Je lui ai envoyé les mêmes preuves. Il a demandé le divorce vendredi matin. La pièce a explosé. Sa mère s'est mise à crier sur ma femme, l'accusant de traîner le nom de la famille dans la boue. Sa sœur s'est reculée comme si elle s'était brûlée. Son frère s'est assis lourdement, la tête dans les mains. Son père m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à du respect. Tu lui as dit? J'aurais voulu qu'on me le dise. Et honnêtement, votre fille n'était pas la meneuse, mais elle était en plein milieu, encourageant et participant. Ma femme s'est levée. Tu as ruiné la vie de Vanessa. Non, Vanessa a ruiné sa propre vie, tout comme tu as ruiné la tienne. Je me suis juste assuré que la vérité éclate. Sa mère a posé les papiers avec précaution. Combien d'autres dans le groupe? 5 au total. Je ne connais pas les 3 autres personnellement, mais je suis sûr que leurs maris finiront par le savoir. Sa sœur avait l'air horrifiée. Tu vas leur dire aussi? Je n'ai pas besoin de le faire. Ce genre de choses a tendance à se savoir. C'est une petite ville. Les rumeurs vont vite. Le père de ma femme s'est approché d'elle. Monte. Papa. Maintenant. Elle est partie en sanglotant. Une fois qu'elle fut partie, son père s'est retourné vers moi. Je ne m'excuserai pas pour elle, mais je vais dire ceci. Tu as géré ça mieux que je ne l'aurais fait. Sa mère a hoché la tête lentement. J'ai vu les captures d'écran que tu as envoyées. Je ne voulais pas y croire, mais en voyant tout ça. Elle a fait un geste vers les papiers. C'est indéfendable. Je ne vous demande pas de choisir un camp, ai-je dit. C'est votre fille. Vous l'aimez. Mais pour moi, c'est fini. Les papiers sont déposés. Elle a jusqu'à demain soir pour récupérer ses affaires. Son frère a pris la parole. Où va-t-elle aller? Ce n'est plus mon problème. J'ai ramassé mon dossier et je me suis dirigé vers la porte. Avant de partir, je me suis retourné. Pour ce que ça vaut, je ne voulais pas ça. Je voulais un mariage. Je voulais une partenaire. Ce que j'ai eu, c'est quelqu'un qui me trouvait trop ennuyeux pour me respecter. Son père a hoché la tête une fois. Bonne chance à toi. Je suis rentré chez moi, me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des mois. Les dominos tombaient exactement comme ils le devaient. Dimanche soir, 24 heures avant la date limite. Ma femme n'avait toujours pas commencé à faire ses bagages. J'étais dans la cuisine en train de préparer le dîner quand elle est sortie de la chambre d'amis. Elle avait pris une douche, s'était maquillée, portait un de mes vieux sweatshirts d'université, celui qu'elle savait que j'aimais sur elle. Le manuel classique de la manipulation. On peut parler? Sa voix était douce, vulnérable. Je n'ai pas levé les yeux de la cuisinière. Tu as jusqu'à demain 18 heures. Après ça, tes affaires iront sur le trottoir. S'il te plaît, juste 5 minutes. J'ai éteint le feu et je lui ai fait face. Parle. Elle s'est assise à la table de la cuisine, a joint ses mains comme si elle priait. Je sais que j'ai tout gâché, mais je veux que tu comprennes quelque chose. Rien de physique ne s'est passé. C'était juste des paroles, juste un fantasme. Tu t'attends à ce que je te croie. Je le jure. Je n'ai jamais couché avec personne. Je n'ai même jamais embrassé personne. C'était juste du flirt. Juste pour me sentir désiré pour une fois. Je me suis appuyé contre le comptoir. Donc, tu as dépensé 3700 € et menti pendant des mois juste pour te sentir désiré? C'est ta défense? Je traversais une période difficile, une crise.
Je me sentais invisible. Tu travaillais tout le temps. On ne parlait plus. Je faisais des doubles journées pour payer nos factures, y compris les factures que tu accumulais dans les bars. Je sais, et je suis désolé, mais est-ce que 8 ans ne comptent pas pour quelque chose? Ne méritais-je pas une seconde chance? J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert l'application de mémo vocal. Laisse-moi te faire écouter quelque chose. Ses yeux se sont écarquillés. Qu'est-ce que c'est? J'ai appuyé sur lecture. Sa voix a rempli la cuisine, claire comme le jour, parlant à une de ses amies, probablement en haut-parleur dans sa voiture. La sauvegarde du cloud avait tout capté. Tyler, c'est exactement ce dont j'ai besoin. 24 ans, musclé, et il me prête vraiment attention. On se voit mardi. Je lui ai déjà dit que j'étais disponible. Il y eut une pause. La voix de son ami. Et ton mari? Le rire de ma femme. Et alors? Il ne saura rien. Il ne sait jamais rien. J'ai arrêté l'enregistrement. Ça date d'il y a 2 semaines. Tu veux en entendre plus? J'ai environ 40 minutes de conversation, toutes sauvegardées, toutes horodatées. Son visage s'est décomposé. C'était juste des paroles. Je n'ai jamais vraiment rencontré Tyler parce que je t'ai confronté avant que tu ne puisses le faire. Tu sortais par la porte dans cette robe rouge pour faire exactement ce que tu avais prévu. Elle a enfoui son visage dans ses mains. J'ai besoin d'aide. Je suis malade. C'est un problème de santé mentale. Dépression, anxiété. Je devrais aller en thérapie. Super. Va en thérapie. Fais-le juste ailleurs. Tu ne vas même pas essayer, après tout ce temps? J'ai presque ri. Essayer quoi? Essayer de te pardonner d'avoir prévu de me tromper? Essayer d'oublier que tu m'as traité d'ennuyeux et d'invisible? Essayer de prétendre que tu n'as pas passé des mois à me mentir en face. Les gens font des erreurs. Ce n'était pas une erreur. Tu l'as dit toi-même sur cet enregistrement, il ne saura rien. Il ne sait jamais rien. Tu pensais que j'étais stupide. Tu pensais que tu t'en tirerais pour toujours. Elle s'est levée, la colère remplaçant la tristesse. Très bien. Tu veux le faire à la dure? Mon avocat dit que j'ai droit à la moitié. Ton avocat a tort. Nous ne possédons rien en commun. Le bail est à moi. Le camion est à moi. Les meubles sont à moi. Le compte d'épargne est vide parce que tu l'as dépensé. Qu'est-ce que tu penses obtenir exactement? Une pension alimentaire? J'ai vraiment ri cette fois. Une pension alimentaire? Nous étions mariés 8 ans. Tu travaillais à temps partiel dans un magasin. Je gagnais à peine plus que le salaire minimum. Il n'y aura pas de pension alimentaire. Monsieur Brennan l'a déjà confirmé. Son avocat m'avait appelé vendredi. Un avocat commis d'office qui faisait du droit du divorce à côté. Il avait examiné les preuves et lui avait dit en gros qu'elle n'avait aucune chance. Lui avait suggéré d'accepter ce que je proposais et de passer à autre chose discrètement. Elle a dû réaliser que je le savais, car ses épaules se sont affaissées. Qu'est-ce que tu veux? Sa voix était petite maintenant. Je veux que tu sois parti demain. Tu peux prendre tes vêtements, tes objets personnels, et tout ce que tu peux prouver avoir acheté avec ton propre argent. Tout le reste reste. Où suis-je censé aller? Chez tes parents, une amie, un hôtel. Je m'en fiche. Débrouille-toi. Tu me détestes à ce point? J'ai secoué la tête. Je ne te déteste pas. Je ne te respecte simplement plus. Et je ne vais pas passer le reste de ma vie avec quelqu'un que je ne peux pas respecter. Elle s'est remise à pleurer. De vraies larmes cette fois, pas de la manipulation. Je n'ai jamais voulu ça. Alors tu n'aurais pas dû le faire. Elle est retournée dans la chambre d'amis sans un mot de plus. J'ai fini de préparer le dîner, j'ai mangé seul à table, j'ai regardé un match de basket à la télé. J'avais hâte que demain arrive. Le lendemain matin, je me suis réveillé au son de boîtes traînées sur le sol. Quand je suis sorti, elle avait fait 4 valises et 3 cartons. Sa voiture était garée dans l'allée. Elle n'a pas dit au revoir, a juste tout chargé et est partie. Je suis resté sur le pas de la porte et je l'ai regardé partir. 8 ans, parti en 48 heures. Et honnêtement, je n'ai ressenti que du soulagement.
3 mois plus tard, le divorce était finalisé. J'ai signé les papiers dans le bureau de Monsieur Brennan un mardi matin. Il m'a serré la main et a dit, rupture nette, pas de pension alimentaire, pas de biens partagés. Vous êtes officiellement libre. Ça faisait du bien de l'entendre à voix haute. La vie a pris un nouveau rythme. J'ai pris une journée de travail supplémentaire le samedi, non pas que j'avais besoin d'argent, mais j'aimais rester occupé. J'ai rénové la maison, repeint la chambre d'amis, me suis débarrassé des meubles qui me rappelaient elle. J'ai commencé à aller à la salle de sport 3 matins par semaine avant le travail. Rien de fou, juste assez pour me sentir plus fort. J'ai commencé à mieux manger, à mieux dormir. Mon frère m'a invité à rejoindre sa ligue de bowling. Il s'est avéré que j'étais plutôt bon. Je me suis fait des amis. Des types normaux avec des vies normales qui se fichaient de mes histoires de divorce. Je ne cherchais rien. Je n'étais pas intéressé par les rencontres. Je me concentrais juste sur le fait d'être bien seul. C'est pourquoi ça m'a surpris de tomber sur Tyler au magasin de bricolage. Je prenais des fournitures de peinture un samedi après-midi quand je l'ai vu dans le rayon plomberie. Début de la vingtaine, bâti comme un athlète, portant un t-shirt de l'université de la ville voisine. Je l'ai reconnu grâce aux photos que mon ex avait sauvegardées sur son téléphone, celui avec qui elle textait. Il ne m'a pas reconnu. Pourquoi l'aurait-il fait? J'ai pris ce dont j'avais besoin et je me dirigeais vers la caisse quand je l'ai entendu parler à quelqu'un au téléphone. Nan mec, cette histoire avec la femme plus âgée était bizarre. Elle n'arrêtait pas de m'envoyer des textos en disant que son mari ne l'appréciait pas. Je pensais qu'elle était séparée ou un truc du genre. Puis son vrai mari m'a appelé, m'a dit qu'elle mentait sur tout. Mariés, vivant ensemble, tout le bazar. Il a ri. Je l'ai bloqué si vite. Je n'ai pas besoin de ce genre de drame. Je suis passé devant lui pour aller à la caisse. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Elle avait essayé d'entraîner Tyler dans ses problèmes, et il n'avait voulu rien avoir à faire avec ça. Le fantasme qu'elle s'était construit dans sa tête s'était écrasé contre la réalité. Le jeune type qu'elle pensait la ferait se sentir vivante n'avait aucun intérêt une fois qu'il a su la vérité. Justice poétique. J'ai payé mes fournitures et je suis rentré chez moi. J'ai passé l'après-midi à repeindre la chambre. J'ai changé la couleur du bleu qu'elle avait choisi pour un gris que j'aimais vraiment. Ce soir-là, mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Un texto. Salut, c'est moi. On peut parler? Tu me manques. J'ai fait des erreurs, mais j'ai changé maintenant. S'il te plaît. Je l'ai fixé pendant exactement 5 secondes. Puis j'ai bloqué le numéro, supprimé le message, et je suis retourné à ma peinture. Dimanche matin, j'ai retrouvé ma ligue de bowling pour le petit déjeuner dans ce dîner qu'on fréquentait. Bonne nourriture, prix bas, le genre d'endroit où la serveuse connaît votre commande. On a parlé de choses normales, travail, sport, le fils de quelqu'un qui obtenait son diplôme, des conversations de la vie de tous les jours. Un des gars, Fletcher, m'a demandé si j'allais bien. Tu as l'air plus léger ces derniers temps. Bien. Plus léger. Ouais, ai-je dit. Je me sens plus léger. Tu as eu de ses nouvelles? Elle a essayé de m'envoyer un texto hier. Je l'ai bloqué. Il a hoché la tête. Bien. Cette porte doit rester fermée. Elle est fermée. Verrouillée. À double tour. On a fini de manger. J'ai payé ma part. J'ai traversé la ville en voiture, les fenêtres baissées et la radio jouant du rock classique. Pour la première fois depuis des années, je ne pensais pas à ce qui avait mal tourné. Je ne ressassais pas la trahison. Je n'étais pas en colère. J'existais, tout simplement. Content. Libre. Ce soir-là, je me suis assis sur mon porche avec une boisson fraîche et j'ai regardé le coucher du soleil. La maison en location me semblait être la mienne maintenant. Pas la nôtre. La mienne. Mon téléphone est resté silencieux. Pas de texto désespéré, pas de tentative de manipulation, juste la paix. J'ai pensé aux 3 derniers mois, au divorce, à la confrontation, aux preuves. La façon dont sa famille s'est retournée contre elle quand ils ont vu la vérité, la façon dont je suis resté calme à travers tout ça. Certains types auraient crié, auraient supplié, auraient essayé d'arranger les choses. J'ai juste tout documenté et je suis parti la tête haute. Mon ex était quelque part,
probablement en train de dire aux gens que j'étais le méchant. Jouant probablement la victime à quiconque voulait bien l'écouter. Probablement toujours dans sa discussion de groupe, planifiant la prochaine aventure. Peu importe. Ce n'était plus ma vie. J'avais fait mon choix, déposé les papiers, tenu bon, l'avais laissé partir avec rien d'autre que les conséquences de ses actes. Et maintenant j'étais juste un gars au début de la trentaine avec un travail décent, une maison propre, et un avenir qui n'impliquait pas de regarder par-dessus mon épaule. J'ai fini ma boisson, je suis rentré, j'ai verrouillé la porte. Demain, j'irai au travail, je rentrerai, peut-être que je regarderai un match avec les gars, peut-être que je me détendrai simplement. Simple, paisible, à moi. Le chapitre était clos, le livre terminé. Pas de suite, pas de seconde chance, pas de « et si ». Juste un homme qui connaissait sa valeur et refusait de se contenter de moins. Et honnêtement, c'est exactement comme ça que ça devait être. Notre histoire est arrivée à sa fin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, que diriez-vous de vous abonner à notre chaîne? Cela nous aide énormément. J'ai sélectionné 2 autres vidéos pour vous que je suis sûr que vous apprécierez. N'hésitez pas à cliquer dessus. Je vous attends dans la prochaine histoire. À bientôt.